Nous sommes à un tournant décisif pour TV Liberté. Sans votre soutien immédiat, c'est l'ensemble de nos projets vitaux qui risquent de s'arrêter. Ce vendredi, il nous manque en gros 15% du financement de TVL pour 2025. On peut y arriver, c'est réalisable, mais cela reste néanmoins une somme importante pour nous, car ce montant correspond, écoutez bien, à 20 minutes de programme sur le service dit public payé directement avec nos impôts. Madame, Monsieur, il nous reste 4 jours. Chaque euro donné jusqu'au 31 décembre nous permet de continuer à informer, sensibiliser et agir pour les causes qui vous tiennent à cœur. Grâce à vous, nous avons déjà accompli de grandes choses, mais l'urgence est là. Faites un don maintenant et devenez un acteur du changement majeur qui va s'opérer en France demain, comme aux États-Unis aujourd'hui, l'extinction de la presse conformiste et politiquement correcte au profit de la presse alternative. Le processus est en marche. Alors, merci de croire en nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Zoom du jour. Je suis en compagnie aujourd'hui de Michel Fize. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sociologue, politologue, ancien chercheur au CNRS. Vous avez publié un nouvel ouvrage, Un président anormal, A-normal aux éditions Perspective Livre, un ouvrage que vous pouvez bien sûr, chers téléspectateurs, trouver dès à présent sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors Michel Fize, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ce titre dont je viens de parler, Un président anormal. Vous évoquez anormal écrit comme le titre, anormal accroché en un mot, A-N-O normal, et bien sûr la référence directe au prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande. Voilà, alors il n'est pas impossible que j'ai été inspiré par la normalité affichée du président Hollande, mais là j'ai surtout tenu à effectivement mettre ce guillemet entre A et normal pour bien signifier que je portais mon étude sur un homme qui s'affranchissait de toutes les normes, qu'elles soient sociales, politiques, voire psychologiques, en poussant un certain nombre d'affirmations mentales au-delà peut-être du raisonnable. Voilà, alors ça c'est peut-être le travers aussi du sociologue, qui est plus sur la normalité sociale que sur la normalité médicale, pour laquelle je rappelle que je ne suis pas compétent, donc je ne porte aucune accusation qui relèverait du domaine psychologique, psychiatrique ou psychanalytique. Puisque vous n'avez pas eu la chance d'analyser Emmanuel Macron, en revanche vous dites que vous vous êtes abreuvé de tout le matériel dont vous disposiez, c'est-à-dire les propos tenus, les propos non tenus, les non-dits, qui disent aussi beaucoup d'Emmanuel Macron, ses expressions affichées, ou non précisément, son histoire, ses absences, le tout, c'est presque pour une approche, j'allais dire, holistique, globale du personnage, mais pas psychanalytique. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un matériau très très riche, parce qu'il y a des discours nombreux, des situations où il s'est exprimé également intéressantes. Il y a les postures, les gestes, le ton, l'aspect du visage. Voilà, tout ça constitue un matériau très très riche qui fait que on peut se dispenser de rencontrer le président de la République en personne. D'ailleurs, personne ne l'a fait. Je pense au livre de Davé et l'homme, Le traître et le néant. Ils n'ont jamais rencontré le président. Un collègue sociologue, Marc Joly, ne l'a pas rencontré non plus et porte un diagnostic d'une manière peut-être un petit peu imprudente. Voilà, donc j'ai entendu parler, quand j'ai commencé cette étude, de psychopathie, de perversion narcissique, de psychorigidité. Voilà, mais j'ai utilisé un autre concept qui était d'un maniement plus conforme à ma spécialité, un concept que j'appelle historico-psycho-philosophique, le concept de mégalothymia. Alors justement, venons-en à ce terme qui rythme tout votre ouvrage, mégalothymia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que si on ne comprend pas ce terme-là, fatalement, ça va être compliqué de vous suivre. Voilà, alors peut-être dans un premier temps, on pourrait dire que le mégalothymia, c'est un super mégalo.
Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est déjà difficile à prononcer. Donc, je dis toujours à mes interlocuteurs, écoutez, coupez-le en deux. Mégalo, thymiaque, T-H-Y-M, etc. Donc, c'est l'humeur, l'énergie, enfin, c'est un Comme petit peu tout. Comme cyclothymie, par exemple. Voilà. Donc, le mégalothymiaque, c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Là, c'est la mégalomanie classique, mais qui a surtout besoin de voir reconnue sa supériorité. Donc, c'est quelqu'un... il est convaincu. Donc, il est convaincu d'avoir raison contre le monde entier, d'avoir raison sur tous les sujets, d'avoir raison contre tous ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Et donc, c'est quelqu'un qui se place spontanément au centre. D'ailleurs, pour prendre ce souvenir après le mouvement des Gilets jaunes, au moment de l'organisation du grand débat national, il était au centre. Il était au centre des gens. Le fameux grand débat. Voilà. Et à Mayotte, il est aussi au centre de la population. Voilà. Donc toujours dans une position quasi théâtrale. Voilà. Au centre, mais pas sur un pied d'égalité, bien sûr. Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, malheureusement, les choses sont simples. Dans son esprit, il y a moi et les autres. Et les autres qui existent très très peu, qui existent simplement s'ils peuvent m'être utiles. C'est ce qu'on appelle d'un terme un peu barbare la chosification de l'autre. L'autre n'est pas vraiment un sujet, un individu à part entière. Bon, c'est quelqu'un qui est utile parce qu'il me renvoie le miroir ou doit me renvoyer le miroir de ma propre supériorité. Voilà, d'où son extrême difficulté à faire des mea culpa, puisque par définition, le mégalothymiaque a toujours raison, tout le temps et en toutes circonstances. Alors ça, sur ces mea culpa, c'est très intéressant puisque finalement, on comprend qu'à chaque fois qu'il fait un mea culpa, en réalité, c'est pas vraiment un mea culpa, il explique que les autres ne l'ont pas compris. Voilà, alors ça, effectivement, quand on regarde les petits mea culpa qu'il a fait, on se dit, tiens, ça commence bien, il y a le mea culpa dans la moitié de la phrase, et puis dans la deuxième, il atténue tellement que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de mea culpa. Alors, pour la dissolution, pour prendre un autre exemple, vos confrères et consoeurs journalistes se sont écriés, tiens, il y a un mea culpa. Mais non. Un mea culpa aurait été de dire « je me suis trompé ». Ça, c'est le mea culpa. Or, il n'a pas dit « je me suis trompé », ce qui est impossible pour un mégalothymiaque. Il a dit, comme vous venez de le dire, « vous ne m'avez pas compris ». Alors ça, c'est un grand classique d'ailleurs des politiques quand ils n'arrivent pas à se faire entendre. C'est « ah ben oui, on a mal expliqué ». Donc la décision est bonne. Voilà. Le président Hollande, dont on parlait tout à l'heure aussi, était convaincu de mener la bonne politique, qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'il avait raison et que finalement, si ça ne marchait pas, c'est parce qu'il y avait un problème de pédagogie. Voilà. Donc Emmanuel Macron ne s'excuse jamais pour rien et dit toujours, au mieux que sa parole a un peu dépassé sa pensée, et encore. Mais c'est toujours sous le signe j'ai pas été compris. Alors on comprend aussi très bien dans ce livre que ce profil mégalothymiaque est du pain béni pour les médias et vice-versa. C'est un pas de deux extrêmement bien orchestré puisque finalement il veut être au centre. Les médias lui permettent de l'être, mais les médias ont quelqu'un qui se met en scène en permanence, qui veut être partout, qui se déplace. D'ailleurs, vous en parlez en termes d'hyperactivisme. On voit que c'est un duo gagnant et on comprend pourquoi cette couverture médiatique, en plus du reste, des influences diverses et variées, pourquoi ce duo Macron-Média a fonctionné dès le début. Oui, alors... Ce que j'ai essayé de faire, et qui est peut-être aussi l'originalité de cette approche, c'est que pour le moment, on a deux types d'ouvrages sur Emmanuel Macron. Des ouvrages de sciences politiques ou des ouvrages commis par des journalistes politiques, ou d'un autre côté, des ouvrages de psy, en bonne et due forme, ou des vidéos de psy. Je pense en particulier évidemment à Adriano Segatori, le psychiatre italien, qui a posé le diagnostic de psychopathie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de croiser le psychologique et le politique. Est-ce que par hasard, le politique ne serait pas généré par le psychologique ?
est-ce que le psychologique n'effacerait pas complètement toute argumentation politique. Le ressort d'Emmanuel Macron, c'est un ressort mental, c'est pas un ressort politique. Hein, je répète, c'est pas un homme politique. Hein, d'ailleurs, le en même temps, c'est une façon de dire que finalement, il n'est pas dans le champ politique. Donc, il n'a pas de stratégie politique. Hein. Toutes ces décisions sont des décisions prises. Alors peut-être parfois d'une manière un petit peu spontanée. La dissolution, par exemple, on cherche à en donner une explication politique. C'est pas une explication politique, c'est une explication psychologique. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de dissoudre au moment où il l'a fait ? Parce qu'il a pris la décision. Parce que c'est lui qui a pris la décision. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu l'automne où il y aurait eu une motion de censure ? Mais parce que là, il aurait été contraint de prendre cette décision. Ouais, donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, avec évidemment le secret espoir de transformer sa majorité relative en majorité absolue. Voilà, ça c'était effectivement quelque chose qui était probablement dans son esprit. Voilà, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le maître des horloges, c'est moi qui prends les décisions au moment où je veux les prendre. Personne ne m'impose de nommer un Premier ministre dans les 24 heures. Voilà, je nomme quand je veux. Et il a raison, il a toujours raison, et ça c'est très important, vous le répétez tout le temps dans cet ouvrage, et j'ai relevé, page 31, la contradiction insupporte donc le président qui vit l'opinion de l'autre, c'est-à-dire la propre existence de ce dernier comme un véritable attentat contre sa complétude narcissique. Voilà, alors, il y a des choses, effectivement, il y a des choses, bon, sur lesquelles je me suis un petit peu aventuré parce qu'elles sont pas à risque, hein, bon, qui est du narcissisme, je dirais, heureusement. On sait d'ailleurs que la psychologie, aujourd'hui, nous apprend qu'il est bon d'être dans l'amour de soi, un tant soit peu, pour pouvoir aller vers l'autre et être dans l'amour des autres. Donc c'est pas une tare d'être égocentrique. Hein. Il vaut même mieux l'être que de ne pas l'être du tout. Le problème, c'est quand effectivement il y a un débordement et que le narcissisme prend un grand N majuscule et vient tout déborder, tout recouvrir, jusqu'à effacer complètement l'autre. Alors, c'est vrai que quand on regarde les attitudes d'Emmanuel Macron, hein, le mépris, l'arrogance, l'injure, la grossièreté, un parler qui peut être à la fois plein d'emphase au moment des grandes commémorations, mais qui par ailleurs peut être un propos à la limite de la vulgarité, eh bien, on a un certain nombre de symptômes mégalothymia qui rejoignent quelques symptômes qu'on peut retrouver dans la psychopathie, la perversion narcissique. Mais comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est pas parce que vous avez tel ou tel symptôme qu'on peut emprunter ou à la psychopathie ou à la perversion narcissique que vous avez le droit de qualifier quelqu'un de psychopathe ou de pervers narcissique. Donc moi, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas parce que je ne le sais pas. Alors, vous venez de dire justement qu'il avait un langage parfois un peu fleuri, parfois un peu lyrique. Vous expliquez que finalement, c'est un mélange entre l'énarchie et une forme de culte du voyou, de culte de la virilité. Vous l'expliquez avec ces photos où il est en train de boxer avec les muscles bandés, voire photoshopés. C'est ça, c'est aussi le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Voilà, alors le « en même temps », c'est un en même temps qui est un peu compliqué dans la mesure où la volonté de puissance, le sentiment de toute puissance infantile, hein, qui évidemment qui est incarné chez ce personnage, voilà, que tout ceci peut effectivement le conduire à des excès de langage, mais aussi peut dissimuler ce qu'un psychiatre autrichien, très connu dans le monde de l'enfance, Alfred Adler, appelait le complexe d'infériorité. Donc l'hypothèse que j'ai posée, après ceux qui observent la psychopathie, c'est que peut-être il y a derrière le personnage Macron une identité fragile, voilà, un traumatisme peut-être vécu, dont on fait des suppositions, mais sans aller et sans pouvoir aller plus loin. Voilà, d'où, effectivement, comme vous le rappeliez, toutes ces postures d'affirmation de virilité
qui a peut-être été contrarié, hein, qui est peut-être en souffrance, donc pose du boxeur, pose du footballeur, hein, les gants de boxe, le ballon au pied, la tenue d'aviateur, hein, qu'il avait aussi adopté à un certain moment. Voilà. Donc tout ça peut-être traduire une insuffisance de soi. Voilà. Mais là, il faudrait vraiment... Une insuffisance de soi qu'on pourrait mettre en relation aussi avec cette insuffisance de filiation, ce rejet même de la filiation que vous percevez chez Emmanuel Macron, qui commence avec finalement très peu de lien avec son père. Une histoire, d'ailleurs on voit que c'est le seul qui n'a pas fait d'études de médecine, qui n'est pas médecin ou dans le milieu de la santé, ce dont il s'honore visiblement. Un rejet de sa famille quand il a décidé de ne pas respecter, entre guillemets, les règles pour aller rejoindre Brigitte Macron. Ce rejet de la filiation, il dit beaucoup aussi du personnage. Oui, ce qui m'a permis de parler d'auto-engendrement. On a l'impression de quelqu'un qui estime s'être inventé lui-même, qui ne doit rien à personne, ni à sa famille, ni à son père avec lequel il y a sans doute eu une froideur de relation. Bon, sa mère porte sur le visage aussi une raideur. Hein. J'ai vu le visage de Madame Macron très récemment. Voilà, je me suis dit tiens, oui, il y a un portrait, très très dur, hein, de cette femme. Voilà. En plus, le jeune Emmanuel est élevé par sa grand-mère. Donc une relation quand même très 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 particulière. Bon, quelqu'un pour lequel on ne connaît pas vraiment beaucoup d'amitié. Alors il a des supporters, des fans, hein, y compris à l'Élysée avec Monsieur Koller. Hein, voilà, mais c'est tout. Donc enfin, il y en a de moins en moins des fans et des supporters, hein, visiblement. Ah, mais oui, ils s'effacent lentement les uns après les autres. Donc il y a quand même dans le passé d'Emmanuel Macron des parts d'ombre qui peuvent expliquer quelque part ce mal-être. Voilà. Alors, c'est pas pour justifier tout ce qu'il fait, parce que bon, il est très critiquable pour le reste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mégalothymia psychologique s'appuie ou entraîne la mégalothymia politique. Parce que finalement, nous avons une constitution mégalothymiaque, puisqu'encore une fois, elle repose sur une personne qui a pratiquement tous les pouvoirs dès lors qu'on est dans le scénario d'une majorité à l'Assemblée nationale, naturellement. Voilà. Donc il a eu une chance extraordinaire de tomber sur la Ve République et pas la Quatrième République, où les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Et il a eu aussi un double, j'allais dire, coup de bol, le retrait d'Emmanuel, de François Hollande, auquel il a quand même largement contribué, hein, quand même, ça dit en passant. Voilà. Et puis, évidemment, les ennuis judiciaires de François Fillon, qui ont empêché d'avoir M. Fillon probablement pour président et non pas Emmanuel Macron. Donc, ce qui permet de dire qu'il a quand même la baraka. Mais il fait toujours ce qu'il dit. L'exemple de Notre-Dame est tout à fait révélateur. Il avait décidé qu'il parlerait à l'intérieur de la cathédrale. Il avait décidé. Voilà. Alors, on lui avait fait comprendre, l'archevêque en tête, Monseigneur Ulrich, que quand même, la laïcité... bon, la météo vient au secours du président et tout est rapatrié à l'intérieur et il prononce un discours à l'intérieur. Voilà. Ah, donc en violation manifeste de la laïcité. Et là, je m'étonne que les médias n'aient pas du tout relevé quand même que... Oui, mais c'était la faute du réchauffement climatique, donc tout va bien. Voilà. Mais en fait, le discours aurait pu être prononcé à l'extérieur, hein, puisqu'il y avait une très belle tente, un très beau chapiteau. Voilà. Mais donc, il a obtenu ce qu'il avait voulu. Il voulait être dedans. Il a été dedans. Et donc, a jubilé, effectivement, en accueillant ses chefs d'État, comme il l'avait fait d'ailleurs au moment du 80e anniversaire de la commémoration. Vous voyez, c'est la mégalothymia, c'est la mise en spectacle, parce qu'il faut être au centre, tout le temps, partout. On a parlé de ce rejet de l'affiliation, ce rejet de l'hypothèse qui dirait qu'il se trompe. On a aussi l'impression d'un désaccord volontaire, d'une désynchronisation volontaire, j'allais dire, avec la communauté qui l'entoure. Il adore choquer, il adore être en
contravention avec ce que les gens attendent de lui. Et c'est très paradoxal, là encore, c'est dû en même temps parce qu'il parle sans arrêt d'unité, de rassemblement. Vous le dites et le rappelez, il utilise toujours les adverbes et pronoms nous, nos, etc., etc. Il est toujours dans cette volonté d'englober sur le plan lexical, alors qu'il ne fait que diviser en permanence. Oui, alors c'est là où on arrive à la grande dérive politique contemporaine. La politique est devenue d'abord une affaire de communication, une affaire de mots. Les mots servent d'action quelquefois, tiennent lieu d'action. Voilà. On pourrait presque dire que Emmanuel Macron est un acteur très peu actif. Ou alors, quand il est actif, il se trompe beaucoup. Parce que finalement, quand on regarde ce qui a été fait depuis 7 ans, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs, ou de décisions prises à contretemps. Alors, c'est vrai que le personnage politique est un personnage qui est enfermé en lui-même. Alors évidemment, a fortiori quand on est président de la République, c'est la tour d'ivoire. L'Élysée contribue évidemment à rendre cette mentalité d'enfermement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Élysée crée la solitude et la mégalothymia rajoute de la solitude à la solitude. Donc quelque part, Emmanuel Macron est un homme seul. Mais d'ailleurs, vous le dites, pardon de vous interrompre, mais finalement, la seule personne qui peut avoir de l'influence sur lui, c'est Brigitte Macron. Ah oui, alors là, il y aurait une étude à faire sur le véritable poids, j'allais dire stratégique, de Brigitte Macron sur son époux. C'est sûr qu'il y a une complicité, sans doute, il y a un jeu à deux qui permet peut-être d'ailleurs à l'un et à l'autre de rester en équilibre. Mais vous savez, pour le reste, Emmanuel Macron... Mais elle partage sa lecture. Quand elle dit « les Français ne le méritent pas », c'est quand même sidérant. Oui, ça prouve qu'elle a bien intégré aussi tous les paramètres du lexique politique. Voilà, vous savez, la réalité politique, c'est une réalité qui est à des années-lumière de la réalité sociale. Le politique ne connaît pas les gens de la rue. Voilà. Emmanuel Macron n'est jamais allé à la rencontre des gens en souffrance. Hormis l'épisode actuel de Mayotte, mais il n'a jamais rencontré les Gilets jaunes, il n'a jamais rencontré les cheminots qui étaient en grève, il n'a rencontré... Quand il les rencontre, soit il leur dit qu'ils sont illettrés, soit il leur dit d'aller s'acheter un costume mais d'aller travailler avant, soit il leur dit de traverser la route. Voilà, ou alors il rencontre les agriculteurs au salon d'agriculture parce que c'était la mise en scène d'une théâtralisation. Voilà, mais le politique ne comprend pas le réel. Donc c'est vrai que c'est un problème, d'où la réflexion qu'il faudra avoir un jour ou l'autre sur peut-être de nouvelles institutions, moins verticales, plus horizontales, plus conciliantes, où le moi n'efface pas le respect de l'autre. Alors, vous disiez tout à l'heure que finalement c'était un échec politique intérieur, mais sur la scène diplomatique, la France n'a jamais été autant affaiblie. Elle est chassée d'Afrique, elle est chassée de partout, en réalité, avec un Emmanuel Macron qui court de plus en plus derrière ses maîtres américains, disons-le. Comment voyez-vous cela Comment cette lente décadence, j'allais dire, de la politique internationale française mais tout simplement parce que depuis 2017, il n'y a jamais eu de stratégie politique. Il n'y a jamais eu de position claire et ferme, il n'y a jamais eu d'axes qui ont été définis, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur. Voilà. Il y a simplement eu le désir d'être le maître influenceur, celui quelque part qui se rêve, après avoir été un peu roi de France, en roi d'Europe, parce qu'il plaide beaucoup pour la souveraineté européenne. Donc l'après Macron, président français, sera peut-être un Macron quelque part aspirant à diriger l'Europe, à être mis sur un pied d'égalité avec le président des États-Unis, Donald Trump, par exemple. Donc, mais je crois que il n'a pas conscience de cette insuffisance diplomatique.
Là, on est toujours dans l'explication. Oh, ce sont les circonstances qui me sont défavorables, mais c'est pas ma faute. Voilà. Donc, le principe moteur, c'est pas ma faute. C'est jamais ma faute. C'est où je n'ai pas été compris, où j'ai été victime de circonstances défavorables qui ont fait que, effectivement, on peut ne pas être content. Mais voilà, il ne se rend pas compte quand même de son niveau d'impopularité, y compris à Mayotte. À Mayotte, il est quand même interpellé vivement. Voilà, mais ça fait partie aussi du bien-être du personnage. Il aime bien se mettre, comme il dit lui-même, à portée d'engueulade. Là, il s'est fait engueuler. Il n'a pas été déçu. Voilà, mais il se rend pas compte. Il y a quand même des attitudes infantiles dans sa posture, dans son vocabulaire. Qui viennent me chercher. Voilà, qui viennent me chercher. Voilà ce que dirait un gosse de maternelle à un autre qui l'a embêté. Tu m'attraperas pas. Oui. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Comme je dis, c'est un mi-adulte, mi-enfant. Voilà. C'est une personnalité qui n'est peut-être pas totalement finie. Voilà, mais il y a peut-être encore un peu d'espoir. On est dans une situation politique très particulière, très compliquée. D'ailleurs, c'est amusant, puisque c'est un président hyper actif et on est dans une situation de blocage total sur le plan politique. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer soit la destitution, soit la démission d'Emmanuel Macron. On va s'arrêter sur ce deuxième terme. Est-ce que la démission est compatible avec une personnalité comme celle que vous dépeignez dans votre livre ? Non. A priori, elle est psychologiquement impensable. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une reconnaissance d'une action qui n'a pas été bien menée. Voilà. Et encore une fois, il faut savoir que Emmanuel Macron a suffisamment d'occasions de se mettre en scène encore. On le voit, il peut aller à Mayotte s'il le désire. Il peut aller au nom du domaine réservé dialoguer en Europe. Donc, il a les pouvoirs propres que lui confère la Constitution. Donc, il a toujours des cordes à son arc. Voilà. Donc, il n'y a rien qui, légalement, constitutionnellement, l'oblige à démissionner. C'est pour ça que j'avais avancé, moi, une autre hypothèse qui n'est pas totalement à mettre de côté, c'est le recours à l'article 16. Qui permet d'obtenir les pleins pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires pour une durée qui n'est pas définie. Alors, c'est vrai que ce serait une mesure particulièrement antidémocratique, mais totalement légale du point de vue constitutionnel. C'est vrai que si la situation venait à être bloquée terriblement et que quelque part Emmanuel Macron se retrouve, ce qu'il n'a probablement jamais vécu, complètement coincé, voilà, donc mis finalement au pied du mur. Pourquoi pas ? Mais moi, personnellement, la démission, je n'y crois pas un instant. Plus à l'article 16, donc. Plus à l'article 16, s'il devait y avoir une contre-attaque. Voilà. Mais la contre-attaque ne serait pas un effacement. Ce serait au contraire une surreprésentation. Voilà. Donc une mise en scène, pour le coup, totale, avec les pleins pouvoirs avec soi. Répondre à une volonté de moins de Macron par plus de Macron, si on a bien résumé. Tout à fait. Merci beaucoup Michel Fize, merci à tous. Je vous rappelle que ce livre est disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. C'était un président anormal aux éditions Perspective Libre. À bientôt.